Nous partons au Liban avec cette toute nouvelle attaque inédite. Cette fois, des talkie-walkie du Hezbollah ont explosé dans la banlieue de Beyrouth. On ne sait pas encore ce que ça a donné en termes de victimes. On n'en sait pas plus sur le bilan parce que cette information vient juste de tomber. Mais hier déjà, des milliers de beepers utilisés par les membres du Hezbollah ont explosé en même temps dans le pays, entraînant la mort de 12 personnes et plus de 2800 blessés. Et si ce n'était que le début, nous partons tout de suite au Liban pour retrouver notre correspondante sur place, Sophie Volgen. Bonjour, vous êtes au sud de Beyrouth. Racontez-nous, là où vous vous trouviez, des explosions ont eu lieu. Oui, bonjour. Je suis actuellement à Nabatieh, qui est au sud Liban et qui est un des fiefs du Hezbollah ici. Alors, on vient encore d'entendre une explosion il y a quelques secondes. Les ambulances n'arrêtent pas les unes après les autres. Ici, depuis une demi-heure, je dirais que c'est la panique. Après la consternation de hier, évidemment, avec le bilan que vous avez donné, c'est surtout l'incertitude. On sait qu'il y a des beepers, donc des talkie-walkie qui ont à nouveau explosé un peu partout à travers le pays. Il y a notamment eu 3 morts dans la Bekaa à l'est du pays. Ici, nous avons entendu un peu plus tôt, dans la journée, je dirais, il y a une demi-heure, un bombardement assez puissant, mais il y en a eu d'autres depuis. Donc, c'est vraiment un peu l'incertitude, surtout chez les gens. Est-ce qu'ils doivent rester? Mais les routes sont dangereuses? Est-ce qu'il faut partir? Est-ce que ça veut dire est-ce qu'il y aurait une troisième phase? Parce que hier, je dirais qu'il y a eu la première offensive, deuxième, maintenant tout le monde parle de la deuxième phase de l'attaque. Qu'est-ce qu'Israël compte faire? Tout le monde s'interroge et personne n'a vraiment de réponse. Merci beaucoup Sophie Volgen depuis le Liban au sud de Beyrouth. Évidemment, on reviendra vous voir dès que vous avez de toutes nouvelles informations pour parler de cette actualité brûlante. Au Proche-Orient, on est avec Solène Rioux. Bonjour Solène, bonjour. Éditorialiste internationale LCI. Didier François, bonjour. Bonjour, grand reporter spécialiste des questions de défense. Et puis Grégory Phillips, bonjour rédacteur en chef international LCI. Didier François, on va voir les toutes premières images qui s'affichent. On n'a pas encore beaucoup d'informations sur ce qu'il se passe au Liban, mais ça ressemble à quoi? Au début d'une grande opération? Ça ressemble surtout à la suite d'une grande opération. Parce qu'on a vu... disons-le, on est dans l'extrapolation pour l'instant, puisqu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, c'est tout nouveau ce qui est en train de se passer. Mais vous voyez bien qu'on avait vu une capacité par un service, de toute évidence israélien, à pénétrer l'encadrement intermédiaire du Hezbollah en faisant sauter leur système de communication entre cadres, qui étaient les pagers. Donc visiblement, les Israéliens avaient réussi à corrompre la chaîne d'approvisionnement en système de communication du Hezbollah. Et visiblement, non seulement les pagers ont été corrompus, mais de toute évidence, un deuxième mode de transmission extrêmement utilisé par les militaires du Hezbollah, que sont les petits talkie-walkie. Honnêtement, vous êtes dans une armée où les gens portent assez peu de galons, mais en revanche, vous savez quand vous êtes à côté d'un chef, parce qu'il a 1, 2 ou 3 talkie-walkie. Et le nombre de talkie-walkie en général, quand on se balade dans ces coins-là et avec cette milice, montre un peu le degré d'importance dans la hiérarchie de ces militants puisque plus ils ont accès à des réseaux différents de communication par talkie-walkie, plus ils sont chefs, entre guillemets. Et donc vous voyez que, de toute évidence, là, il y a eu une pénétration de la chaîne d'approvisionnement de pagers, mais également ce qui pourrait être la chaîne d'approvisionnement des talkie-walkie. Et maintenant, ce sont donc les talkie-walkie qui se mettent à exploser. On attend de voir si le Hezbollah va continuer à avoir un système de communication à part le courrier. Beaucoup et pendant que vous parliez, Didier François, on a reçu une toute première image de ces explosions de talkie-walkie qui ont eu lieu il y a à peine quelques minutes, quelques heures. Regardez, on vient juste de recevoir cette image. On entend l'explosion. Et c'est au fond. On entend l'explosion et on voit la foule qui s'éloigne. Voilà, au bout de l'image. Pour l'instant, ce sont les seules images qu'on a, mais on l'imagine,
Solène Rioux, on avait déjà vu que c'était la panique hier dans tout le pays. Oui, forcément, hier, tout le monde s'est demandé ce qui se passait. Les Libanais, les membres du Hezbollah. Alors, il faut savoir que c'est une armée secrète. Enfin, on ne se revendique pas d'être quand même membre du Hezbollah au Liban. Donc, il y a quand même eu d'un coup tous ces pagers, ces beepers qui ont explosé. Et une mise à nu en fait, donc forcément beaucoup d'angoisse. Après les Libanais ont commencé à réaliser, à se dire ça concerne les membres du Hezbollah, on parle de beepers, donc nous c'est bon, on devrait être relativement à l'abri, mais forcément il y a une angoisse, il y a une paranoïa aussi qui se développe. Là on est clairement dans la seconde ou la deuxième, parce qu'il y en aura peut-être une troisième, mais phase de cette opération incroyable, toujours pas revendiquée par Israël, mais il y a quand même aucun doute sur le commanditaire et sur qui est à l'origine de ce qui se passe. Nous irons en Israël dans un moment. Oui, alors il n'y a pas que juste, parce que je regardais les toutes dernières informations sur les médias locaux, les médias libanais, il n'y a pas que les talkie-walkie. Donc hier il y avait les beepers, là il y a les talkie-walkie. Il y a aussi des machines à empreinte digitale. On parle de systèmes d'énergie solaire qui auraient explosé dans plusieurs maisons, et plusieurs maisons aussi qui seraient en train de brûler dans le sud Liban. Donc là ça prend quand même une ampleur assez extraordinaire. C'est sans jugement de valeur, hein. C'est juste assez énorme. Il y a, selon les bilans provisoires, au moins 3 morts, mais il y en aura sans doute beaucoup plus, et déjà plus de 100 blessés, mais ça va augmenter très rapidement parce que, comme l'a dit Didier, c'est tout récent. Absolument, Grégory Philippe, c'est vrai qu'on a affaire, en tout cas pour le moment, à une opération de très grande ampleur, avec une paranoïa qui est sans doute en train de s'installer. Solène Rioux le disait bien, on ne se revendique pas, a priori, membre du Hezbollah. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert que leurs voisins, ou en tout cas les personnes qui faisaient leurs courses à côté d'elles, on verra des images de ces beepers qui ont explosé hier, ont réalisé d'une minute à l'autre, finalement, qu'ils étaient en présence d'un membre du Hezbollah. Oui, mais même si là, vous voyez les images en direct, c'est dans la banlieue sud de Beyrouth, pendant les funérailles d'un des combattants du Hezbollah. Donc là, les drapeaux jaunes sont affichés et vous êtes dans un rassemblement organisé par ce mouvement. Je retiens 3 choses de ce qui est en train de se dérouler, parce que vous l'avez dit, c'était il y a quelques minutes. L'aspect simultané, comme hier, en différents endroits, des explosions au même moment. Ont-elles été commandées, initiées au même moment, comme ça s'est passé pour les pagers? 2, l'incertitude. Où est-ce qu'on va maintenant? On se posait déjà la question après l'opération d'hier. Là, on monte encore d'un cran. Donc, il y a quand même beaucoup d'incertitudes pour ce qui va se passer dans les prochaines heures ou les prochains jours au Liban et au sud Liban. Et 3, la panique, parce que notre correspondante le disait, il y a sans doute des dizaines de blessés, voire plus, et des gens qui affluent vers les hôpitaux, comme ça s'est produit hier dans plusieurs bastions du Hezbollah, que ce soit à Saïda ou à Beyrouth, dans la banlieue sud de la capitale. Oui. Didier François, ce à quoi on est en train d'assister là, c'est du déjà vu? Non, c'est du jamais vu. Là, honnêtement, Vous n'avez jamais vu ça? Non, parce qu'en fait, on avait déjà vu l'utilisation d'explosifs dans les téléphones pour des assassinats ciblés sur justement des cibles à très haute valeur ajoutée, ce qu'on appelle les HVI ou les HVT, High Value Individual ou High Value Target. Donc, par exemple, il y a Yahya Hayash, qui était l'artificier du Hamas, qui a été assassiné par son téléphone portable piégé avec 15 grammes de RDX en 96. Et là, il s'agissait d'un seul téléphone. Oui, voilà, on était sur un individu. Après, on a vu des campagnes de cyberattaques massive, par exemple avec Stuxnet, vous savez, cette espèce de système de programme qui avait détruit les centrifugeuses iraniennes du programme nucléaire de l'Iran, des mollahs, mais on n'avait jamais vu la combinaison des deux, c'est-à-dire une combinaison de type hacking de masse. C'est ce qu'expliquait Grégory Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire que ça se passe au même moment parce qu'on envoie un signal qui fait que l'ensemble des appareils se mettent à exploser alors qu'ils ont été piégés. Donc ça, c'est l'aspect hacking. Et puis, l'aspect opération spéciale, assassinat ciblé. Le mélange des deux, c'est tout nouveau. C'est une campagne qui pourrait presque être une campagne de terrorisme de masse, si ce n'est qu'elle est ciblée que sur des cadres du Hezbollah, ce qui fait que d'ailleurs les Libanais sont moins inquiets. Parce qu'en fait, les seuls qui... À part d'être proche de quelqu'un du Hezbollah... Il y a des civils qui sont touchés au moment de l'explosion. Ça arrive, mais en fait, sur 3000, vous avez eu 3-4 civils. Je dis pas que c'est bien, c'est pas du tout ce que je veux dire. J'essaye malheureusement, c'est toujours moi qui ai le mauvais rôle d'essayer d'analyser froidement les choses. Donc, vous dites que parmi les blessés, il y a essentiellement des membres du Hezbollah. 99% des gens qui sont touchés qui sont du Hezbollah, parce que c'est eux qui ont les téléphones, c'est eux qui ont les portables, et mais quelques personnes qui sont... Mais on sait qu'il y a une fillette qui est
décédée. Oui, mais parce son père était au Hezbollah et qu'elle était avec lui. De la même manière qu'il y a une pauvre infirmière aussi qui a été blessée parce que le gars du Hezbollah était à l'hôpital. Elle a ramassé le pager sur la table de nuit à côté pour le lui donner. Et donc c'est ça le problème des campagnes. C'est pour ça que ça n'était jamais fait en général par les services de renseignement occidentaux, c'est que le risque de l'explosif, il y a toujours des risques de dommages collatéraux. Et de manière générale, dans les opérations spéciales menées par les Occidentaux, pour éviter le risque de dommages collatéraux, on refuse en général, ou en tout cas on est très réticent à l'utilisation d'explosifs. Plus encore à l'utilisation d'explosifs de manière massive, comme c'est là le cas. Si on était sur 3000 pagers, sur les 5000 commandés, 3000 piégés, et là on voit qu'il y a d'autres appareils qui sont piégés. Donc ça, c'est nouveau. Ça pose des problèmes, comme l'a expliqué Grégory Phillips, d'ordre politique, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça pose des problèmes d'ordre moral, c'est-à-dire est-ce qu'un service occidental peut prendre ce risque-là? Sachant que par ailleurs, ils ont effectivement touché quasiment que des cadres du Hezbollah, et donc ils ont provoqué de la panique. Ils vont provoquer aussi des réactions au sein du mouvement où l'appareil de sécurité va de manière brutale voir s'ils ne sont pas pénétrés et infiltrés. Donc eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle la bleuite en France. C'est-à-dire on va faire que le système de sécurité du Hezbollah, dans sa répression féroce en recherchant les traîtres, va en fait liquider pour vous un certain nombre de gens. Donc vous voyez bien que tout ça est très calculé, mais on entre dans des modes d'opération clandestines tout à fait nouvelles, et de ce point de vue-là, les Russes ont raison, hybrides, entre de l'action militaire, parce que c'est possible parce que c'est un pays en guerre, et aucun autre pays au monde occidental n'étant en guerre n'arriverait à faire ce genre de choses ou n'envisagerait de se faire de ce genre de choses, et de l'opération spéciale du ciblage individuel comme dans la lutte antiterroriste où on s'est débarrassé d'un certain nombre de gens qui étaient responsables des attentats en France par exemple, mais on est resté sur de l'individu. Là on est dans une espèce de mixité des deux choses ça n'a jamais été fait par aucun pays occidental, et ça n'a jamais été fait. Jamais. Donc on est en train d'ouvrir des nouvelles portes, et donc on va regarder. Et là, on n'a pas fini d'en parler de cette affaire. Petit à petit, ce que l'on sait, Grégory Phillips, c'est qu'il y avait eu une commande de beepers, notamment à la demande du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui avait expliqué que finalement il fallait arrêter d'utiliser les téléphones portables parce que ça permettait à certains ennemis d'aller espionner les membres du Hezbollah. Est-ce qu'on sait, alors je sais, vous n'avez peut-être pas la réponse à cette question, mais est-ce qu'on sait si des talkie-walkie avaient été remplacés ou avaient été commandés récemment? Enfin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est sur quelque chose qui est en train de se dérouler. Oui. Donc c'est très compliqué d'avoir des informations, mais nos confrères de L'Orient le Jour, qui est le grand journal francophone au Liban, indiquent que selon une source sécuritaire, cité par nos confrères de L'Orient le Jour et par Reuters, le Hezbollah avait acheté ses talkie-walkie, ses radios portables, il y a 5 mois, soit à peu près au même moment que les beepers incriminés hier. Et est-ce qu'on sait s'il y avait autre chose dans ce lot ? Puisqu'on se demandait si on pouvait s'attendre à je pense que c'est la première question que doit se poser le service de sécurité du Hezbollah. Moi, je balancerai tout ce que j'ai dans les poches, qui est électronique et qui a une pile qui permet de déclencher, parce qu'en fait, il faut quand même de l'énergie pour déclencher. C'est un système d'explosifs. En fait, il faut un détonateur, il faut un explosif, et il faut le circuit qui relie tout ça. Donc, et donc, il faut une batterie. Donc, tout ce qui est batterie, machin, je balancerai tout. Après, on verra le reste. Et en tout état de cause, Émilie, que ce soit pour les beepers ou maintenant ces talkie-walkie, parce qu'on découvre la situation quasiment en direct avec vous, une anticipation et un degré de préparation qui est dingue. Enfin, les Américains, la presse américaine disait sur les beepers, il y a sans doute au moins une année de préparation pour trouver cette marchandise, la récupérer, on ne sait pas exactement à quel moment, au moment de la production ou au moment de la livraison, installer quelques grammes d'explosifs dans chacun de ces appareils, avec des difficultés logistiques et techniques que vous imaginez. Puis ensuite, faire la distribution auprès de ces hommes du Hezbollah. On est sur une opération qui a été anticipée depuis au moins 1 an et qui se concrétise aujourd'hui, hier avec les beepers, aujourd'hui avec les talkie-walkie. On vient d'avoir un premier bilan de ces toutes nouvelles attaques aux talkie-walkie. Le ministère de la Santé libanais annonce plus de 100 blessés dans cette attaque aujourd'hui et 3 morts pour le moment, évidemment, bilan provisoire. Solène Rioux, que peut-on attendre de la situation sur place? On sait qu'elle est très dangereuse, que la montée des tensions ne fait que s'aggraver. Et on le sait, le Hezbollah avait déjà réagi ce matin. Alors là, c'était au lendemain de l'attaque des beepers, qui disait il y aura une promesse de revanche. Le Hezbollah affirme qu'Israël recevra le juste châtiment.
Et là, on a cette nouvelle attaque dans la foulée. Oui, il y a un des responsables, le président du conseil exécutif du Hezbollah qui vient juste de réagir, Hachim Safi al-Din, qui dit, je cite, « Nous sommes confrontés à une nouvelle phase et la punition, cette fois, sera inévitable ». Donc, nouvelle menace de la part du Hezbollah qui, évidemment, doit de toute façon réagir au moins par les mots pour l'instant. Pour revenir sur le bilan, ça c'était le dernier bilan de l'agence France-Presse, mais les médias locaux évoquent déjà au moins 5 morts, mais de toute façon, ça va augmenter relativement rapidement et au moins 500 blessés d'ores et déjà. Donc ça témoigne là encore de l'ampleur de cette seconde phase de l'opération israélienne. À quoi peut-on s'attendre ? Vous savez, depuis le 7 octobre, tout le monde s'attend à un embrasement des tensions à cette frontière libano-israélienne. On y reviendra, on en reparlera j'imagine, mais aucun des protagonistes n'a forcément intérêt à entrer dans un conflit de haute intensité et une guerre ouverte dans la région. Donc pour l'instant, ça reste ainsi, mais il y a quand même une information intéressante que je lisais juste avant d'entrer en plateau et qui venait juste de tomber dans un média qui s'appelle Axios, qui cite des responsables américains. Et visiblement, en fait, les responsables israéliens de Tsahal, l'armée israélienne, auraient été pressés hier de rentrer dans la première phase de cette opération parce que visiblement, certains membres du Hezbollah auraient commencé à soupçonner leurs appareils, leurs beepers, et donc avaient prévu d'alerter leurs supérieurs. Il y a Al Monitor qui dit également que quelques jours plus tôt, il y a un membre du Hezbollah qui avait commencé à regarder ces beepers de manière un peu incrédule, qu'il aurait été tué. Donc ça, ce sont des informations d'Axios, qui est plutôt sérieux. Et donc ça explique, on s'interrogeait tout à l'heure, Didier, pourquoi on avait le sentiment que ça avait été un fait un peu dans l'empressement, cette première phase. Là, on voit la deuxième phase. Et ce qu'on apprend aussi dans cet article, c'est que ça aurait pu être notamment que cette première phase de l'opération aurait pu être lancée pour derrière lancer une guerre ouverte. Parce que rappelez-vous ce qu'a dit il y a 2 jours le Conseil de sécurité, le Conseil de guerre de Benjamin Netanyahou, c'est que la priorité, c'est le nord. Et c'est de ramener le plus vite possible les 80 000 déplacés israéliens au nord du pays. Et on est avec Hillel de Almeida, expert en sécurité. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que cette opération vous surprend ? On le disait, elle est spectaculaire. Ça a commencé avec l'explosion de ces milliers de beepers, puis maintenant des talkie-walkie. Et on le sait, ce n'est peut-être pas terminé. Non, alors là, personne ne peut parier sur la suite des événements. En effet, c'est tout à fait surprenant et ça montre aussi, on va dire, peut-être le génie de cette opération. D'ailleurs, pour faire suite aux propos de Didier François, contrairement par exemple aux attaques contre Daesh à Mossoul qui a été fait par les Alliés, donc la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui ont tué des dizaines de milliers de personnes civiles et terroristes, ici on est vraiment sur du ciblage de terroristes de masse. Bien évidemment, il y a des dommages collatéraux qui sont de l'ordre de moins de 5%, ce qui, en termes de ratio par rapport à des terroristes, puisqu'il faut rappeler, le Hezbollah est un mouvement terroriste, 90 à 95% des blessés graves sont des membres actifs du Hezbollah, des cadres dirigeants du Hezbollah qui avaient en leur possession donc ces beepers, ces pagers, ce qui montre aujourd'hui une nouvelle voie peut-être aussi dans le contre-terrorisme mondial. Et donc pour vous, on comprend bien que c'est une prouesse. Didier François, par exemple, disait qu'il n'avait jamais vu ça. Bon, on n'a jamais vu ça. Enfin, vraiment, si on se rappelle à Mossoul en 2015, si je me souviens bien, on a eu plus de 50 000 morts après des bombardements massifs des Alliés par voie aérienne. Là, on est véritablement sur du ciblage. Aujourd'hui, on est à peu près 5 000 ou 6 000 blessés avec plusieurs morts. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui des personnes qui sont inopérantes. Elles ne puissent plus opérer au sein du Hezbollah. Les communications également du Hezbollah sont quasiment détruites, ce qui désorganise complètement la mouvance terroriste et donc amenuise vraiment affaiblit la réaction du Hezbollah et affaiblit ses opérations futures dans la région qui, rappelons-le, cela fait 11 mois et même plusieurs décennies, du moins qu'ils attaquent Israël, mais cela fait 11 mois qu'ils attaquent sans discontinuer le nord d'Israël avec des frappes de missiles qui ont fait notamment 12 morts il y a quelques mois, 12 enfants sont morts. Oui, et alors quand vous voyez ces différentes attaques, à la fois hier sur les beepers, aujourd'hui sur les talkie-walkie, est-ce que vous voyez nécessairement l'œuvre du Mossad derrière tout ça ? On va pas se mentir, aujourd'hui, quasiment personne n'a la possibilité de faire des opérations de cette envergure, à part les pays comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. On laisse le doute planer parce que tant que personne n'a aucune preuve
disons, on ne peut pas pointer le responsable, mais il n'y a pas non plus des millions d'acteurs qui puissent avoir affaire à une telle technologie, à infiltrer la mouvement du Hezbollah et à avoir obtenu des positions au travers de ces agents infiltrés, des positions suffisamment importantes au sein du Hezbollah pour permettre la commande de ces beepers et de ces talkie-walkie. Et on verra dans le futur, hein, certainement, ou peut-être pas, mais du moins, le doute plane encore, d'autres engins de communication qui auraient pu être piégés. Ouais, Grégory Phillips, pour vous aussi, il y a peu de doute? Il faut, Vincent Crouzet disait ça très bien tout à l'heure sur l'antenne de LCI, dans ces opérations-là, il faut toujours avoir un doute, évidemment. Clairement, l'État en capacité de participer, de lancer une telle opération, et celui qui a intérêt à atténuer la capacité du Hezbollah, c'est Israël. Alors évidemment, Israël n'a rien revendiqué pour l'instant. Sans doute que l'État hébreu ne revendiquera pas cette opération en laissant planer un doute qui lui profite, parce que c'est vrai que cette opération est exceptionnelle, dans le sens inédite et jamais vue en termes de préparation, d'impact et de réalisation. Israël ne va pas revendiquer, mais évidemment tous les regards sont dirigés vers l'État. Oui, on part justement en Israël. Je ferai réagir dans un instant. Nicolas Rouget, notre correspondant, nous attend. Bonjour Nicolas, vous êtes dans la banlieue de Tel Aviv. Israël n'a pas revendiqué l'attaque d'hier sur les beepers. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Non, alors évidemment, toute la population, on a raison de faire planer le doute puisqu'ils ne le revendiquent pas, mais toute la population ici, en tout cas, n'a aucun doute. Hein. C'est une façon aussi de redorer le blason de l'armée israélienne. Évidemment, ce genre d'opération ciblée avec énormément de sophistication. Pour l'armée israélienne, c'est une façon de redorer son blason par rapport à sa population qui avait été très frustrée de ce qui s'était passé le 7 octobre, des faillites sécuritaires. Donc très clairement, pour n'importe qui dans la rue en Israël aujourd'hui, ceux qui s'inquiètent pour le futur, ceux qui, au contraire, ont des signes de joie par rapport à ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, des 2 côtés. De toute façon, personne n'a de doute sur le fait que ce soit Israël. Il y a évidemment, il va y avoir sans doute des répercussions et cela inquiète une partie de la population. Mais ce n'est pas comme ce qui se passe dans la bande de Gaza où il y a encore des otages israéliens. On se demande comment la guerre doit être menée, qu'il y a des voies pour amener un accord. Avec le Hezbollah, il n'y a pas de doute. Personne ici n'est en train d'essayer de dire qu'il y a des problèmes en tout cas avec cette opération. Cela semble tout à fait justifié. On se demande juste si c'est un préambule à l'arrivée des tanks au sud Liban, si c'est le préambule à une opération militaire plus forte, à une invasion de son voisin libanais pour mettre un terme à la menace du Hezbollah. Merci beaucoup Nicolas Rouget depuis Israël. Sans surprise, Solène Riou, vous qui étiez en Israël il y a encore quelques mois, c'est évident, les Israéliens saluent cette opération du côté du Hezbollah. On le sait, les tensions sont très grandes depuis plusieurs mois et notamment depuis le 7 octobre. Oui, je parlais hier avec plusieurs Israéliens justement je leur demandais juste est-ce qu'il y a un doute pour vous quant au commanditaire de cette opération, et tous disaient non, on sait très bien que c'est Israël, et avec fierté. Enfin, pour le coup, il n'y a pas de doute là-dessus. À Jérusalem, je parlais à un habitant de Jérusalem qui disait il y a même des bonbons qui ont été distribués dans la soirée dans les rues de Jérusalem pour saluer cette opération qui a été menée par Israël. Enfin voilà, il y a très peu de doutes. Restons toujours prudents. Grégory Phillips a absolument raison, mais dans tous les cas, et je reviens à votre question, pour avoir été aussi dans le nord d'Israël à l'époque, et ça fait déjà plusieurs mois, ce sont des villages et des villes entières qui sont complètement vidées, puisque même si ce ne sont pas des attaques quotidiennes depuis le 7 octobre, c'est quasi quotidien, les attaques, et des 2 côtés, de part et d'autre par ailleurs, mais les attaques et les tirs du Hezbollah sur le nord d'Israël. Et c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure cet objectif, c'est même pas un objectif, c'est une fixation de Benjamin Netanyahou. Sa situation dans le nord d'Israël doit être réglée, et vraiment l'objectif c'est de ramener le plus vite possible ces 80 000 déplacés dans le nord d'Israël. Alors est-ce que là c'est la première partie d'une opération ensuite de plus grande ampleur, de plus grande envergure? Je ne suis pas persuadée, parce qu'encore une fois je pense qu'aucun des protagonistes n'a forcément grand intérêt à une guerre ouverte dans la région. Didier François, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les renseignements israéliens sont les plus ingénieux au monde? Alors oui. Pourquoi on pense que ce sont les renseignements israéliens qui ont fait cette opération? C'est que c'est une opération complexe, certes. C'est pas le problème. En fait, c'est pas une question. La technicité. Oui, il y a plusieurs autres grands services qui seraient capables de le faire techniquement. C'est osé. C'est la détermination qu'il faut pour politiquement
prendre une décision de cette nature, c'est-à-dire accepter une campagne d'assassinat ciblé de masse par explosif. Il faut être sacrément courageux dans sa prise de décision par rapport au risque. Donc il faut être engagé en guerre, il faut être déterminé et vouloir le montrer. Donc politiquement, il faut avoir c'est une décision stratégique de très haut niveau. Donc aucun des autres grands services, en fait, qui auraient les capacités techniques, n'aurait ce, entre guillemets, courage politique, parce que pour avoir un verre sur une nature d'une telle opération, dont par ailleurs on ne sait pas quel type de conséquences elle va entraîner, quelle sera la riposte, etc., etc. Il faut vraiment il faut que les gens qui prennent la décision aient la certitude que le jeu en vaut la chandelle. Et prendre cette décision, c'est la prise de décision politique pour donner le vert à une opération de cette nature qui fait que, en fait, il y a quasiment qu'un seul pays qui aujourd'hui, pour qui c'est vital et qui se considère. Nous, on a eu le Hezbollah, il nous a le 17 septembre en 86. Rappelez-vous, attentat rue de Rennes, 7 morts, 56 blessés en France. C'était eux. L'attentat du Drakkar, 83, on a 57 soldats parachutistes français qui sont tués par une explosion à la voiture, au camion piégé par le Hezbollah. Jamais on a riposté de cette nature-là parce qu'on n'est pas en guerre avec eux. Donc on était dans des logiques différentes. Donc c'est en ça que j'explique que c'est une question de choix et que, en fait, la difficulté dans cette opération. Alors techniquement, c'est pas simple à faire, c'est pas ce que je veux dire. Mais la vraie difficulté, c'est le choix de recourir à une opération de cette nature, aussi massive, aussi forte, avec de l'explosif. Je pense que là, il n'y a que les Israéliens qui, dans le rapport de force politique et militaire locale, étaient capables de prendre ce type de décision, vu la façon dont ils sont en opposition frontale avec l'Iran et avec le Hezbollah. Vous vous demandiez si ça en valait la peine quand vous voyez justement le nombre de membres du Hezbollah qui semblent avoir été touchés. On peut dire que c'est une opération réussie. De leur point de vue, certainement. Enfin, en tout cas, l'opération techniquement réussie. Après, on va voir, est-ce que ça... Après, dans les objectifs d'une opération, il n'y a pas que les objectifs militaires. On avait la même discussion sur course, sur plein de choses, etc. Il y a aussi les objectifs stratégiques. Quels sont les objectifs stratégiques des Israéliens quand ils font ce type d'opération ? Rétablir de la dissuasion, imposer au Hezbollah le fait de retourner au nord de la rivière Litanie pour les pousser, ce qui était l'accord de 2006, normalement, pour qu'ils arrêtent de tirer avec des roquettes sur le nord d'Israël. Est-ce que c'est les pousser à la faute en leur disant, écoutez, allez-y, si vous voulez faire une intervention plus dure et passer en haute intensité face à l'armée israélienne, chiche, ce qu'ils ont fait avec les Iraniens. Donc moi, je ne sais pas à ce stade quel est leur calcul. De toute façon, eux l'ont analysé. Je pense que la direction politique israélienne, quand elle a donné son feu vert à une opération de cette ampleur et de cette nature, a calculé toutes les options derrière. Quelles seraient les ripostes du Hezbollah ? Est-ce que ça serait une riposte directe ? Est-ce que ça serait des ripostes indirectes ? Est-ce que ça serait des ripostes sur ses représentations et ses intérêts à l'étranger ou directement sur son territoire ? Tout ça, leur conseil de défense et leurs dirigeants politiques l'ont analysé et ont décidé que le risque qu'ils prenaient en menant cette opération et en liquidant un certain nombre de cadres du Hezbollah importants, intermédiaires mais importants, était valable pour eux, était politiquement payant et militairement payant par rapport au fait de ne pas le faire. Voilà.